Bienvenue dans un Paris des arts et des sports, émission spéciale consacrée aux Jeux Olympiques. Et vous le voyez autour de moi, la Ville Lumière se prépare à accueillir ses 15 millions de visiteurs. La programmation s'annonce riche et variée, près de 900 épreuves sportives, plus de 2000 événements culturels, de la rigueur, de la discipline et surtout de l'émotion. Vous allez voir à quel point les artistes et les sportifs se ressemblent. Il leur arrive même parfois d'être les deux à la fois. On part à la rencontre de la double championne du monde d'épée, médaillée pour l'Italie et pour le Brésil. Nathalie Muehlhausen a 2 nationalités et la double qualité d'être escrimeuse et artiste. Pour elle, tout est parti des masques de protection des épéistes, dont elle a beaucoup interrogé la symbolique avant d'imaginer les décorer pour les transformer en masques de la Commedia dell'arte. Mais qui se cache derrière ce masque? Bonjour Nathalie. Voilà, bonjour Valérie. J'ai envie de tout savoir. Comment a germé cette idée de décorer des masques? Alors, cette idée de décorer les masques remonte à très longtemps. Peut-être même quand j'étais petite déjà. J'étais toujours fascinée par le masque. Et j'ai voulu toujours l'utiliser comme moyen pour pouvoir exprimer ce qui passait à l'intérieur. Nathalie, en 2010, tu as assuré la direction artistique de la cérémonie d'ouverture des championnats du monde. Tu as gagné aussi une médaille. Ça a dû être un moment incroyable dans ta carrière. Ah oui, exactement. C'est vraiment là que ma carrière de direction artistique a démarré. Et j'avais 24 ans. C'était effectivement aussi la sportive parce que c'était ma première médaille de bronze individuelle pour l'Italie à l'époque. Et c'était un moment extrêmement important parce que j'ai pu vraiment me rendre compte à quel point l'artistique m'a porté énormément sur le sportif et le sportif à l'artistique. Et donc j'ai essayé vraiment, c'était la première fois que j'ai mélangé les deux. Ouais. Pour que tout le monde comprenne bien, tu es à la fois brésilienne et italienne. Pour Paris 2024, tu concours pour le Brésil, oui. Mais tu t'entraînes en France. Comment se fait-il que tu t'entraînes en France? Je m'entraîne en France depuis 2006 en réalité. Donc, je suis venue il y a très longtemps. Et parce que le style d'escrime que j'ai est plus similaire à l'école française. Et donc à l'époque, il y avait mon entraîneur qui était mon entraîneur pendant 15 ans, Daniel Vavasseur. Et il était le grand maître de l'épée française. Pour ces Jeux Olympiques, est-ce que tu vas porter un masque décoré? Pour les Jeux Olympiques, je ne pourrais pas porter le masque décoré, mais ce qui est sûr, c'est que je suis en train de préparer le masque, même celui que personne ne va voir, en fait, pour cette compétition. Je pense que le masque, en soi, peut être un objet physique autant qu'une métaphore. Donc, on peut aussi porter des masques. On les porte tous les jours, selon les contextes. Et du coup, même dans les combats, ce travail de masque, en réalité, il est à la base un travail qui s'exprime par des visuels, mais qu'en réalité, donc par une esthétique, mais en réalité, il y a l'éthique derrière. Donc, même quand je vais sur la piste, je dois porter des masques différents selon l'adversaire, selon l'énergie, selon la compétition. Donc là, je prépare le masque pour me présenter au Grand Palais le 27 juillet. Le masque blanc, c'est le symbole de l'invisibilité, et ça, c'est important lors d'un combat. Je pense que l'invisibilité se trouve dans l'attitude. C'est ça qui est important pour moi à travailler. Il faut savoir répéter les mouvements d'une manière que l'autre ne va pas voir quelles sont nos intentions. Ton sport, c'est déjà de l'art en soi, parce que c'est une danse, qui peut tuer. Enfin, c'est une danse qui tue. Qui peut tuer, mais c'est déjà un art.
Exactement. C'est une danse des lames où pour ne pas être tué, il faut tuer. Et ça a l'air brutal, mais c'est aussi le côté fascinant du duel qui nous apprend aussi énormément et beaucoup sur l'importance, quelque part, c'est respecter, parce que c'est seulement à travers le respect que nous avons vers nous-mêmes que nous pouvons avoir le respect de notre adversaire. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking L'escrime, mais aussi la boxe, l'aviron, le tennis. Les sports et les sportifs ont toujours inspiré les artistes, les peintres notamment. C'est ce que nous allons découvrir au musée Marmottan avec le regard croisé de Monet, Degas, Rodin ou encore Bourdelle. Au total, 160 œuvres provenant des plus grandes collections éclairent le dialogue fascinant entre l'art et le sport. Le premier constat, je crois, de cette exposition, c'est que le sport n'a pas été tout de suite une pratique populaire, ni même encouragée, que c'était une pratique réservée à l'élite. Oui, c'était d'ailleurs une pratique très anglo-saxonne. On peut dire que les sports sont beaucoup nés en Grande-Bretagne. Ils étaient pratiqués plutôt par l'aristocratie, que ce soit les sports hippiques, que ce soit l'aviron, que ce soit même la boxe. Et il y a eu un changement, en fait, justement, ça a coïncidé avec l'époque des impressionnistes. Il y a eu un moment où ça s'est développé de façon plus large. D'abord parce que les gens ont eu plus de temps, même s'il a fallu attendre le Front populaire pour que vraiment il y ait un temps libre beaucoup plus important. Progressivement, quand même, les masses laborieuses avaient plus de temps libre. Donc, progressivement, ça a quitté l'entre-soi pour devenir une pratique beaucoup plus populaire, à la fois du point de vue des spectateurs, d'ailleurs, que du point de vue des acteurs. Alors, Degas, dans ce tableau qui est magnifique, hein, c'est des gentlemen avant la course. En fait, je pense que ce qui l'intéressait, c'est quand même la beauté des couleurs. Hein. C'est le chatoiement des casaques des jockeys, des robes des chevaux, plus que le côté social de la chose. À partir de 1870, la pratique du sport se démocratise. De quelle manière les artistes racontent cette transition ? D'abord, c'est une période où les artistes eux-mêmes se mettent à aller beaucoup plus à l'extérieur. C'est l'époque des impressionnistes ou des progrès techniques, c'est-à-dire l'invention, par exemple, du tube de peinture permet de travailler en extérieur et plus dans son atelier. Et ça coïncide avec ce moment où le sport devient plus en extérieur. Notamment, une chose, c'est qu'après la guerre de 70, la défaite contre la Prusse, il y a un désir de revanche et donc un désir que les garçons soient formés à l'idée de se battre un jour contre l'Allemagne. Donc il y a tout un enseignement de la gymnastique et du sport qui se développe dans les écoles, dans les lycées, dans les casernes. Toutes ces activités trouvent tout d'un coup un exutoire à l'extérieur. Alors, il y a toute une section dans le parcours de l'exposition qui est consacrée aux femmes qui deviennent des sujets de peinture, alors que longtemps, elles avaient été spectatrices des prouesses masculines. En effet, la femme n'est très peu présente dans le sport au XIXe siècle. D'ailleurs, Pierre de Coubertin disait que les femmes étaient faites pour remettre des couronnes aux hommes à la fin des compétitions. Bon, heureusement, ça a beaucoup évolué. Il y a ce tableau de Courbet très étonnant qui représente un podoscaphe, un peu une sorte d'ancêtre du pédalo, on va dire. Il y a un côté très moderne dans l'habillement, par exemple, parce que les femmes ne s'habillaient pas du tout comme ça en 1865. C'était encore des tenues très compliquées. Le sport a d'ailleurs beaucoup contribué à l'évolution du vêtement féminin, entre autres. Qu'est-ce qu'il a voulu dire Courbet avec cette toile ? Alors, je pense que c'est une espèce d'évocation divine d'un personnage très, qui s'affirme. C'est une déesse
qui chevauche comme ça les flots. Une peinture très, très originale, hein, qui est une des plus belles œuvres de l'exposition. Ouais. Bonjour Dominique Hervieux. Bonjour. Vous êtes danseuse de formation, chorégraphe de métier et vous êtes surtout la directrice de la culture de ces Jeux Olympiques. Avec quelle ambition? Avec l'ambition de faire une programmation originale, inédite, parce qu'elle croise, elle mélange l'art, tous les arts, la BD, l'opéra, la danse, les grandes expos et le sport. Et les valeurs du sport olympique et paralympique. Donc l'idée, c'est avoir un programme qui a une grande originalité, parce que c'est une fois par siècle que les Jeux Olympiques viennent en France. Et pour vous, la culture, elle est indissociable de l'esprit des Jeux Olympiques? Oui, alors pour des raisons historiques, dès l'Antiquité, hein, donc il y a 2800 ans, dès l'Antiquité à Olympie, il y avait le sport bien sûr, il y avait les arts, il y avait la religion. C'était vraiment le ciment de la société grecque. C'était un moment où on se disait, on va montrer ce qui constitue nos liens entre Grecs. Et donc les arts étaient là. Et on sait hein, que la civilisation grecque a été très portée vers les arts, le théâtre, la poésie, la musique. Et quand les Jeux ont été recréés en 1896, là aussi, il y a eu l'idée de faire des compétitions artistiques. Donc, peu de gens le savent, mais il y avait les compétitions sportives et il y avait l'architecture, la sculpture, la peinture, la littérature et la musique avec des médailles d'or jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc finalement, les Jeux Olympiques, c'est le seul événement sportif qui rend obligatoire, c'est dans les missions du comité d'organisation, la présence de la culture. Bon, à votre avis, de Paris ou des JO, qui apporte le plus à l'autre? C'est un beau mariage, voilà, c'est un beau mariage. En tout cas, c'est une longue histoire d'amour, puisque c'est la 3e fois que les Jeux Olympiques vont se tenir à Paris. Donc Paris, c'est évidemment une ville idéale pour accueillir les Jeux. C'est une ville idéale. Et là, vraiment, ce qui sera exceptionnel, c'est les épreuves, les compétitions qui auront lieu dans la ville. Par exemple, à Londres, c'était en dehors de la ville. À Athènes, c'était en dehors de la ville. Là, beaucoup d'épreuves vont avoir lieu dans la ville, au Grand Palais, place de la Concorde, aux Invalides. Donc la beauté va apporter au sport, le sport va apporter au patrimoine. Donc on est tous gagnants. Et c'est vrai que ça sera cette ville là qui devient une ville olympique, ça sera, je pense, exceptionnel. Pendant ces Jeux Olympiques, 3 chefs seront également à l'honneur, avec la lourde responsabilité d'élaborer des menus pour les 15 000 athlètes du village. Parmi eux, Akram Benallal, qui nous reçoit dans son restaurant étoilé de la rue Tronchet, dans le 8e arrondissement. Bonjour Akram. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre belle cuisine. Ravi de vous recevoir. Qu'est-ce que vous préparez? Alors là, je prépare un plat qui va être servi donc au village olympique pour les athlètes, donc où j'ai l'honneur de leur partager donc ce plat qui est un muesli de quinoa. D'accord. Et surtout que c'est un quinoa qui vient juste d'à côté. Donc il a été fait à Orléans. Le but de cette recette, c'était aussi de leur apporter au village olympique notre savoir-faire et un peu, on va dire, l'identité de ma cuisine dans le village olympique. Là, comme vous pouvez voir, donc, les petites graines, donc, elles ont été cuites comme ça au four avec un peu d'eau, un peu comme un riz pilaf. D'accord. Ensuite, on en récupère un petit peu, on fait déshydrater et on lui donne cette texture. Voilà, de frit. Ça, c'est séché, oui, un peu. Voilà, c'est séché, puis ensuite c'est frit, donc ça donne un petit côté croustillant en plat. Donc là, c'est la crème liquide. Ok. Juste avec donc, le mascarpone, comme ça on fait donc, fondre le tout. Ensuite, le quinoa. Donc là, je mets le petit trait de jus de citron à la fin. Et là, je vais rajouter donc du parmesan. Parmesan. Voilà, au petit-déj.
Voilà, exactement. Comme ça, Alors faire- évidemment, c'est un honneur, mais c'est aussi faire rayonner la gastronomie française. Absolument. Alors, la gastronomie française au sens large, parce que je pense que le but aussi, c'est peut-être de leur apporter voilà, de leur montrer que nous aussi, alors on n'est pas des athlètes, mais on est aussi des athlètes en quelque sorte sur notre domaine, parce que c'est un métier où il faut durer, c'est pas facile tous les jours. Puis décrocher une étoile, c'est pas simple. Décrocher une étoile, etc. Donc oui, effectivement, c'est pas si simple, mais c'est de leur montrer aussi l'excellence. Alors là, on va, ce qu'on appelle faire le dressage, Ouais. la pointe finale. Et je rajoute mon petit secret que je vais vous donner. Ah, Voilà, donc c'est un yaourt fermenté. d'accord. Ce yaourt, on le fait fumer. Et là, je vais venir tapisser mon assiette. Et donc, je mets un tout petit peu de mon huile noire, parce que j'aime le noir, j'aime... Ah oui, et en même temps, Vous j'avais pouvez pas voir remarqué. mon univers, voilà. C'est du noir, donc ça a été fait avec du charbon, de D'accord. bambou. Et là, vous voyez, on va mettre un tout petit peu comme ça. Ah, c'est joli. Et voilà. Waouh. Le verdict. C'est délicieux. Ouais. C'est surprenant. C'est surprenant, ouais. C'est très très bon. Vous êtes jaloux, vous avez tout à fait raison, parce que c'est délicieux et c'est le moment de se quitter. Fin de ce Paris des Arts et des Sports spécial Jeux Olympiques. On se retrouve très vite. Merci. J'ai le droit de terminer l'assiette? Ah oui. Oh, et ben je ne vais pas me priver.